Ma communication aujourd'hui vise à présenter mes intentions de recherche doctorale. Je suis actuellement à la session de mon examen de doctorat, c'est-à-dire que je n'ai pas encore fait mon terrain. C'est la préparation théorique donc pour mon terrain. Je vais donc vous présenter mon sujet en insistant vraiment sur la partie théorique qui est l'écoféminisme autochtone. Et donc le titre provisoire de ma recherche est donc l'écoféminisme autochtone au regard des expériences comparées des femmes inuites et des femmes samis face au changement climatique. On peut passer à la slide suivante. Le constat suivant est fait dans la littérature que la plupart des publications sur les changements climatiques pour l'Arctique canadien dans le domaine des sciences sociales ont mis l'accent sur les connaissances et les expériences des hommes. Cette affirmation va être vraie pour la région du Nord circumpolaire. Et malgré l'investissement croissant de femmes inuites et de femmes samis au niveau local, national, mais aussi international dans la lutte pour la protection de l'Arctique, on a toujours très peu de publications en sciences sociales sur les changements climatiques et les femmes autochtones du Nord circumpolaire. Les interventions des Inuits, Marie Simon, Lisa Robert-Kwaluk ou encore Sheila Watt-Cloutier, pour ne citer qu'elles, dans les instances internationales ou au sein du Conseil circumpolaire Inuit, mais aussi celles des Samis, Gun-Britt Retter, Inka Sarah Artijeff, au sein du Parlement Sami, sont pourtant autant d'indicateurs de l'engagement fort des femmes du Nord circumpolaire avec leur environnement. Donc moi, ce que je me suis demandé, c'est pourquoi plus les femmes? Donc c'est pour répondre à cette question que j'ai articulé ma recherche autour des réflexions écoféministes sur lesquelles je vais m'attarder aujourd'hui. Donc mes intentions de recherche, sinon, vont aller chercher à répondre à la question comment les femmes inuites et samis construisent leur engagement face au changement climatique. Alors on peut passer à la slide suivante. Donc ma recherche va être articulée autour de la théorie écoféministe. Donc, je vais d'abord vous expliquer ce que c'est que l'écoféminisme pour bien comprendre comment on va commencer à glisser timidement vers un écoféminisme autochtone. Donc, dès 1972, l'anthropologue américaine Sherry Horner, dans son fameux texte « Is female to male as nature is to culture », défend l'idée que la subordination de la femme est un fait universel. Elle va dire que ce point commun à toutes les cultures repose sur l'hypothèse que, je cite, « les femmes sont vues simplement comme étant plus proches de la nature que les hommes ». C'est la première fois que l'idée de subordination des femmes va être associée à celle de la nature et le terme écoféminisme naît par la suite en 1974 sous la plume d'une Française, Françoise d'Aubonne, dans son livre « Le féminisme ou la mort », où elle va associer la domination des hommes sur les femmes à celle des hommes sur la nature et insister sur le lien écologie et féminisme. L'écoféminisme, pour donner une définition, va donc être un mouvement qui va avoir une connexion entre l'exploitation et la dégradation du monde naturel et la subordination et l'oppression des femmes. Donc, c'est un mouvement qui va se développer beaucoup plus par la suite dans un milieu anglo-saxon. Et on a des philosophes comme Karen Warren qui va aller souligner le caractère très hétérogène du mouvement. Elle va dire que tout comme il n'y a pas qu'une version du féminisme, il n'y a pas qu'une version de l'écoféminisme. Et en effet, dès le départ, de nombreuses critiques sont adressées au mouvement. On a notamment deux grandes critiques. La critique essentialiste, parce qu'en effet, dire qu'une femme est proche de la nature parce que c'est une femme, c'est la ramener à son corps. Et donc, ça va s'opposer au mouvement féministe de l'époque qui va, lui, au contraire, chercher à émanciper la femme de son corps. Et enfin, la deuxième grande critique, celle qui nous intéresse pour ce sujet, c'est la critique universaliste. Donc, c'est des autrices qui vont venir souligner le fait que le mouvement écoféministe est né de femmes blanches privilégiées et va homogénéiser la femme sans prendre en compte une perspective intersectionnelle, c'est-à-dire sans prendre en compte tout ce qui fait les différences entre les femmes, l'origine ethnoculturelle, l'âge, l'orientation sexuelle, etc. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, on va commencer à avoir des revendications de la part de femmes autochtones pour s'approprier leur propre version de l'écoféminisme. Et elles vont insister sur l'idée qu'il faut prendre en compte le lourd passé de la colonisation dans l'analyse. Elles vont notamment accuser les écoféministes blanches et les premières écoféministes notamment de s'approprier des concepts autochtones pour justifier leur mouvement, notamment le concept de mère nature. L'écoféminisme autochtone va venir reconnaître les relations entre les humains, les non-humains et le territoire. Il va insister sur la relation particulière des femmes autochtones à leur environnement, que celui-ci soit physique ou immatériel. De nombreux auteurs ensuite, sans
parler d'écoféminisme vont quand même venir suggérer que les femmes autochtones auraient un lien particulier à l'environnement. On a des auteurs comme Carmoil et Altamirano Jiménez, qui vont venir dire que leur activité différenciée va les lier d'une façon particulière à un lieu et qu'elles vont donc posséder un savoir environnemental différencié de celui des hommes. Donc ça ne va pas aller de dire, comme certains ou certaines écoféministes avaient pu le dire au départ, que les femmes vont être plus proches de la nature que les hommes, simplement qu'elles vont avoir des expériences différenciées et que ça mérite notre attention, notamment en ce qui concerne les changements climatiques. Dans les organismes internationaux, on va avoir également beaucoup qui vont reprendre cette idée, notamment dès 1995, lors de la 4e conférence mondiale sur les femmes, où il va être inscrit dans le rapport final que les femmes, en particulier dans les populations autochtones, sont conscientes de l'interdépendance des éléments qui composent le milieu naturel et savent gérer des écosystèmes fragiles. Donc, ça ne va pas être la seule fois où on va retrouver ça dans des organismes internationaux. Mais malgré ça, il y a eu très peu quand même d'études en sciences sociales sur les femmes autochtones et l'environnement, en tout cas sur les femmes autochtones du Nord circumpolaire et l'environnement. Donc, même si dans ma recherche, je vais parler explicitement d'écoféminisme autochtone, je vais l'utiliser comme un cadre d'analyse et en aucun cas, je vais aller imposer une identité écoféministe aux femmes inuites et samis qui vont participer à mon étude, qui ne se considèrent probablement pas comme des écoféministes malgré leur engagement environnemental. Alors, on peut passer à la slide suivante. Donc, pour mon sujet, je vais m'intéresser spécifiquement au Nord circumpolaire. Donc, il compte environ 400 000 autochtones. Vous pouvez voir la carte. J'ai choisi de m'intéresser aux Inuits et aux Samis, non seulement parce qu'ils sont les plus étudiés, mais aussi pour offrir une comparaison dans des cadres nationaux et continentaux distincts, donc de l'Amérique et de l'Europe. Ce cadre régional d'analyse peut être justifié par certains auteurs comme grâce à une histoire circumpolaire commune d'adaptation à un territoire inhospitalier. Alors quand je dis histoire commune, c'est bien sûr, je reconnais les spécificités culturelles entre les peuples, mais c'est juste qu'ils font face à un environnement similaire et donc à des défis communs. Et d'ailleurs, cette idée d'histoire circumpolaire commune est reprise depuis quelques temps par des géographes qui vont suggérer l'entrée de l'Arctique dans une nouvelle ère de défis communs pour le Nord circumpolaire, que sont les changements climatiques. Donc, d'où l'intérêt de traiter le Nord circumpolaire comme une région. Donc, on peut passer à la slide suivante. Ensuite, donc, je me suis intéressée à la relation des Inuits à leur environnement et des Samis à leur environnement. Donc, pour les Inuits, leur relation s'inscrit dans une cosmologie animique, c'est-à-dire que les non-humains occupent le territoire et possèdent des attributs sociaux. La relation va être très similaire chez les Samis. Alors, je m'intéresse particulièrement aux Samis qui pratiquent toujours l'élevage de rennes et qui s'identifient comme Samis parce que la population Sami du nord de l'Europe est très élevée et très peu, en fait, ont conscience de leur identité samique. Donc, je vais vraiment me tourner vers ceux qui se revendiquent comme tels et qui pratiquent notamment encore certaines activités telles que l'élevage de rennes. Donc, pour les Samis éleveurs de rennes de Laponie, leur relation à l'environnement va être décrite comme animiste, notamment par Tim Ingold. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir une importance donnée aux non-vivants, notamment aux rennes, aux animaux, et leur perspective des changements climatiques va être basée sur le vécu et l'observation, et non sur des données scientifiques comme on peut baser nos propres conclusions. Donc ensuite, je me suis posé la question des rôles différenciés face au territoire. Au sein des sciences sociales, quelques auteurs s'intéressent aux rôles différenciés des femmes inuites en rapport au territoire et des femmes samis en rapport au territoire. De plus, d'autres auteurs, sans faire du genre le sujet principal de leur article, suggèrent que la division genrée des tâches va causer une relation différenciée au territoire et donc des perspectives de l'environnement différentes. Donc, les femmes inuites sont décrites comme étant souvent responsables du dépeçage des animaux, de la couture et de la cueillette. Elles vont être également responsables des enfants. Donc, comme le décrivent Dowsley et Hall, les femmes sont généralement les principales dispensatrices de soins aux enfants et aux membres âgés de la famille. Elles jouent un rôle clé dans la production alimentaire et sont souvent celles qui collectent le bois de chauffage et se procurent de l'eau potable.
Néanmoins, cette division genrée des rôles ne va pas empêcher les femmes inuites de prendre part à des activités majoritairement pratiquées par les hommes, comme la chasse, la pêche ou encore la construction. Donc, on va y avoir une perméabilité des rôles chez les Inuits, qu'on va retrouver également chez les Samis. Et de même, les femmes Samis vont s'occuper souvent des tâches domestiques, des potagers ou encore des enfants. Mais ces dernières années, chez les Samis comme chez les Inuits, on va observer une intensification de l'activité économique des femmes pour permettre notamment aux hommes de continuer des activités dites traditionnelles. Par exemple, la femme inuite va prendre une activité économique pour pouvoir notamment financer le matériel de plus en plus coûteux pour la chasse. Et de même pour les Samis, où la femme va prendre une activité économique pour pouvoir maintenir économiquement en vie les élevages de rennes. Donc, on a l'impression ces dernières années que les femmes ont de moins en moins de contact direct avec le territoire, et pourtant ce sont souvent elles qui sont de plus en plus engagées dans la défense environnementale. Donc, on peut se demander pourquoi. D'autres auteurs vont venir également justifier l'intérêt de s'intéresser aux expériences des femmes, car, comme le disent Dowsley et Hall, la division du travail a conduit à différentes voies par lesquelles les femmes et les hommes font des observations et évaluent les changements environnementaux. On a beaucoup d'auteurs en sciences sociales qui vont venir appuyer cette idée, notamment en géographie, on a Béatrice Collignon qui va expliquer que le fait qu'on ait des pratiques, que les femmes et les hommes aient des pratiques différentes du territoire, elles vont avoir par conséquent une compréhension de l'espace différent. Marc Nuttall également qui va appuyer ça en disant que dans les villages de chasse et de pêche du Groenland, les hommes et les femmes jouent des rôles différents et distincts dans la production économique. En conséquence, ils vivent et comprennent différemment le monde naturel. Donc, il y a un intérêt de s'intéresser aux perspectives féminines inuites et samites des changements climatiques. Pourtant, il y a très peu d'études sur les femmes inuites et l'environnement et les femmes samis et l'environnement en sciences sociales. Dès les années 80, on a Danielle Léveillé en 1985 qui avait écrit un mémoire sur l'androcentrisme dans la recherche chez les Inuits. Et elle va notamment faire un paragraphe qui explique l'androcentrisme dans la recherche sur l'environnement et les Inuits, où elle va suggérer qu'il y aurait si peu d'études pour deux raisons. La première est qu'il y a l'idée stéréotypée que les hommes ont une relation plus évidente à l'environnement et souvent que les chercheurs sont des hommes. Mais récemment, il y a un article qui est sorti sur les chercheurs en Arctique cette année et qui vient expliquer qu'il y a une augmentation des femmes dans toutes les disciplines sur la recherche en Arctique et pourtant, il y a toujours aussi peu de travaux en sciences sociales sur les femmes autochtones et l'environnement. Donc, ma recherche a pour but de venir combler cela. Donc, on peut passer à la dernière slide. Donc, pour conclure, ma méthodologie dans les prochains mois, ça va être des entretiens avec des femmes inuites et samis engagées dans la protection de l'environnement, autant au niveau local qu'au niveau national et international, si la chance m'en est donnée, bien sûr. Et donc aussi bien au Nunavut, au Nunavik et au nord de l'Europe. Donc, ma recherche a pour but de répondre à 4 objectifs, donc de continuer à nourrir les réflexions au sujet de l'écoféminisme autochtone, qui est très peu développé encore, de comprendre comment les cadres nationaux et régionaux viennent façonner les discours et les actions des femmes, les favoriser ou les entraver, et un objectif ethnographique qui va viser à développer les connaissances donc, sur les femmes activistes du Nord circumpolaire et surtout sur leurs perspectives des changements climatiques qui sont très peu documentées à ce jour. Et enfin, un objectif de recherche participative qui va venir valoriser le discours des femmes inuites et des femmes samis. Oui, Miniti Kashin, Marie-Émilie Lacroix, Nitishini Kashin, Chemeshkemeten. Je voudrais signaler au départ, avec Anita, la présentation du départ, quand elle nous a bien initiés au territoire, j'ai fait un lien avec son propos et la devise que l'Ordre des travailleurs sociaux nous proposait, c'est l'année dernière, c'est l'humain avant tout. Alors, c'est ce que j'ai retenu, puis je la remercie pour ça, parce qu'il faut vraiment mettre l'humain avant tout. Je vous remercie de partager ce temps avec moi ce matin.
Je vais préciser une chose, c'est que j'ai terminé ma maîtrise. Je suis maintenant chargée de cours en culture autochtone au campus de Lévis. Ben, je suis honorée aussi de vous présenter brièvement mon projet d'intervention que j'ai réalisé à l'hiver 2019 pour l'obtention justement de ma maîtrise en travail social. Ben, comme ce n'est qu'un survol que je peux faire ce matin, ben, je vais vous donner des pistes, mais vous pourrez lire ensuite des concepts que je vais énoncer. Mon projet avait comme objectif de questionner les futurs intervenants en travail social, à savoir si la formation qu'ils recevaient à l'université ou au cégep les préparait adéquatement pour travailler dans le contexte autochtone. Mais j'ai pris conscience que cette question pouvait et devait se poser dans tous les domaines professionnels, finalement. Positive 2. J'aimerais vous introduire cette présentation par... on n'a pas la diapositive 2. Oh, merci. J'aimerais donc introduire cette présentation par une citation qui est une invitation dans le même sens que mon projet d'intervention. Alors, si tu aimes ma nation, c'est que tu as reconnu qu'elle pouvait t'apprendre beaucoup et qu'en retour, tu espères avec elle partager ce que tu as reçu des tiens. C'est une citation de Jean Sioui, qui est un poète Wendat. Il y a des mots importants là-dedans qui font suite à ma présentation. C'est reconnaître la Première Nation, c'est reconnaître, c'est un partage réciproque et respectueux des savoirs de tout le monde. Alors, je crois que cette citation de Jean Sioui ouvre bien la réflexion qui va suivre, parce que c'est une invitation à marcher ensemble pour le respect de la vie, de la terre et de tout. Alors, pour connaître une nation, la nôtre ou celle n'importe quelle autre, ben, il faut apprendre. Il y a un mot mon mot d'ordre, dans le fond, que je répète souvent, c'est une clé qui peut ouvrir aussi l'avenir d'une nouvelle relation, c'est le mot rencontre. On va aller à la diapositive suivante pour voir le plan. Alors, c'est un plan très, très sommaire, problématique. L'outil d'évaluation de l'intervention a été l'exercice des couvertures, des brefs résultats et leur interprétation et la conclusion. La prochaine diapositive va nous montrer un peu la démarche de la problématique que j'ai faite. Avant d'arriver à la description de l'outil, il est important de comprendre où et comment la rencontre n'a pas eu lieu et que la conciliation est nécessaire avant d'avoir une conciliation. Alors, on est dans un même pays, il y a une coupure, il y a un fossé. Et le premier élément qui a causé ce fossé-là, c'est la colonisation. Alors, il y a Richard Kistabiche qui nous dit qu'il y a eu un moment d'éloignement marquant entre les Premières Nations et le peuple québécois. Et il remonte cette coupure, ce moment d'éloignement, il y a à peu près 50 ans. Parce qu'avant cette date, les Québécois avaient des liens interpersonnels en milieu autochtone. Ces liens se sont transformés en préjugés, en clichés porteurs souvent d'attitudes racistes. Alors, donc, la colonisation, elle a amené à la division, elle a amené aussi des blessures. Il y a plusieurs rapports récents qui l'expriment. Si on pense au rapport Vien, à la commission Vérité et Réconciliation, ou à l'enquête aussi sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Puis il y en a eu bien d'autres avant ça aussi. Donc, la colonisation, elle agit de façon stratégique. Et j'aime prendre ici quelques minutes pour expliquer comment Alex Honnête, dans son livre, je m'excuse, j'ai perdu le titre. Bon, de Honnête nous dit que les colonisateurs observent d'abord pour trouver une brèche dans une population, dans une nation. Ensuite, ça va provoquer un clivage qui va mener à la solidarisation du peuple. Mais ce parcours, il adapte son vocabulaire et ses stratégies officielles à l'époque dans laquelle il est. En 2020, on peut voir que cette stratégie-là s'applique encore sur les peuples qui vivent l'oppression ou la colonisation. Le deuxième élément maintenant de la problématique, c'est l'histoire. L'enseignement de l'histoire du Québec et du Canada inclut encore trop peu la vision des peuples autochtones, leur passé et leur présent. Elle oubliait un peuple qui est présent du début jusqu'à la fin, un peuple qui a construit par et avec. L'histoire a oublié de parler des injustices causées à ces peuples par des lois imposées par un système d'oppression.
comment on est arrivé à ça avec l'histoire? Des méconnaissances, c'est-à-dire des cultures autochtones à travers l'histoire. Sylvie Vincent et Bernard Arcan nous disent, après avoir évalué 177 manuels scolaires, dont 23 avaient été approuvés par le ministère de l'Éducation, qui étaient utilisés dans les années 70, que les livres d'histoire ont montré que les Autochtones étaient des ternes dans l'histoire. On l'a entendu tout à l'heure. La représentation coloniale, réductrice, stéréotypée, utilitaire et remplie de préjugés à teneur évolutionniste a créé cette distance signifiée, comme tantôt on disait, par Kistabiche. Mais le nouveau programme présente la rencontre avec les Européens, le rôle des Autochtones dans le commerce des fourrures, les pensionnats et la loi sur les Indiens. Mais ça s'arrête pas mal à ça. La lacune soulevée par des étudiants qui ont vécu l'exercice des couvertures, c'est que les professeurs, après avoir évoqué ces éléments-là de la culture autochtone, ils ne peuvent pas répondre. Alors, pourtant, ce serait une belle occasion de produire un changement puis d'intéresser les étudiants à aller plus loin dans cette découverte. La méconnaissance des cultures est entretenue aussi par les médias qui peuvent et qui doivent offrir des informations positives et présenter l'histoire de façon honnête. Il faut donner encore plus la parole aux peuples autochtones dans les médias. Il faut présenter les activités afin d'y inviter le public à venir dans les communautés. Ce sont là quelques moyens pour combler le fossé. C'est un fossé qui est fait d'incompréhension, de désinformation, de stigmatisation de l'autre. Il faut favoriser la rencontre qui permet de connaître l'inconnu qui vit à côté. Le troisième élément est très important, là, on arrive dans le cœur du sujet, c'est le rôle des travailleurs sociaux dans le passé. Ils ont été identifiés à des acteurs très actifs dans l'instauration des réserves, des pensionnats et de la rave des années 60. Il y a une citation de Christiane Guy qui nous dit que parce que notre profession a contribué, que cela nous plaise ou non, à la marginalisation et à l'assimilisation des enfants autochtones, mais aussi parce que la pensée occidentale, notamment la pensée scientifique à travers un pouvoir colonial oppressif, a dominé le développement des idées au sein de la pratique au travail social. Mais c'est un passé qui est marqué d'oppression et dans lequel les travailleurs sociaux ont participé involontairement parce qu'ils étaient des exécutants. Alors, cette identité négative issue du passé à cause du rôle qu'ils ont joué dans ces lois très dures, les suit encore aujourd'hui. Mais ils ont été des acteurs très actifs, comme on disait tout à l'heure, dans les pensionnats, dans les réserves, mais aussi dans la rave des qui se continue maintenant, dans le fond, avec le système de protection de la jeunesse. C'est un rôle qui les sert encore très mal. Alors, il y a Sainte-Claire qui nous dit que c'est avec les écoles résidentielles que le travail social s'est trouvé directement impliqué dans cette tragédie, puisque les affaires indiennes confiaient le transfert des enfants autochtones de leur communauté au pensionnat à des travailleuses sociales. On sait que dans ce temps-là, c'était plus des femmes que des hommes. Puis, dans les années 60, une autre forme d'enlèvement des enfants dans leur famille, encore là, c'est les travailleuses sociales qui ont joué ce rôle. C'était le 60 Scoop. C'est un rôle de premier plan, encore dans le placement à l'extérieur des communautés d'origine. On sait que le mot scoop, c'est une rafle, mais ça réfère au fait que les enfants étaient souvent arrachés à leur famille et à leur communauté sans le consentement de celle-ci, évidemment. Alors, les traumatismes gérés par ces événements sont désignés comme traumatismes intergénérationnels résiduels ou problèmes demeurant à l'âge adulte. Aujourd'hui, c'est le mot blessure intergénérationnelle. Mais ces problèmes qui demeurent dans l'âge adulte ont été acquis à cause d'expériences traumatisantes qui ont été vécues dans les pensionnats, la violence physique ou psychologique qui est survenue durant l'enfance, à cause de négligence, ou par une oppression systématique. Et moi, ici, je dis l'oppression systématique de tout un peuple. Les problèmes liés à l'identité sont nés aussi. On sait que l'identité, le territoire, chez les Autochtones, c'est inséparable. Alors, ces événements historiques ont une incidence négative sur la perception qu'ont les Autochtones des travailleurs sociaux, qui sont perçus comme des voleuses d'enfants à cette époque. Ça influence aussi l'image sur l'ignorance des différences culturelles, sur l'image des Autochtones, mais les ignorances de la culture autochtone de la part des travailleurs sociaux, ça s'est fait à travers les âges.
Mais Sainte-Claire, il confirme cette méfiance des Autochtones et il note que le travailleur social a des connotations négatives pour les Premières Nations. Il est souvent synonyme de vol d'enfants, de destruction de familles et d'oppression délibérée des communautés autochtones. Marie-Émilie, il vous reste 5 minutes. Oui, j'y vite. Alors, les couvertures, c'est ce que j'ai fait comme... vous pouvez changer de diapo. L'exercice des couvertures, comme on peut voir, c'est les gens qui deviennent, qui embarquent sur les couvertures deviennent des Autochtones. On enlève les chaussures parce qu'on marche sur la mère terre et on prend le rôle des Autochtones. Ils ont des objets traditionnels, mais à un moment donné, il y a l'Européen qui arrive et qui prend des terres, qui s'accapare de plus en plus le territoire, mais qui amène aussi des problèmes. Alors, les gens, c'est une expérience que les gens vivent. À travers cette expérience-là, on comprend plus, justement, l'importance de connaître la vie de l'autre groupe avant de le juger ou de le stigmatiser. On peut passer à l'autre diapo. Alors, j'ai fait un tableau qui est difficile à voir ici, je le comprends, mais un tableau de comparaison qui montre les résultats des 4 groupes. J'avais 86 participants sur 4 groupes, 2 à l'université, un à Laval, puis une à Montréal, et deux groupes de cégep de Sainte-Foy. Puis toutes les données ont fait ressortir que oui, les gens ne connaissent pas les problématiques autochtones particulières et que leur manque de connaissances vient beaucoup de la formation. Suite à l'exercice de couverture, il y a toujours un cercle de parole. Et dans ce cercle de parole-là, c'est là qu'on entend beaucoup les gens dire combien ignorants et combien cette carence cause la rupture entre les nations. Alors, pour la formation, il devient évident que c'est un lien, un élément de la réconciliation. L'histoire, c'est incontournable dans la formation à tous les niveaux. Il faut identifier les nations et savoir qu'elles sont toutes différentes. Ce n'est pas un bloc monolithique. Il faut inclure la perspective aussi de justice sociale dans tous les dossiers qui touchent les Premières Nations. Il faut inviter les Autochtones à rencontrer les étudiants pour partager les savoirs. Il faut faire une place à l'art parce que les Autochtones s'expriment beaucoup par l'art, qui est un moyen très efficace de guérison ou de créer aussi un contact. Il faut penser aussi que les Autochtones ont une vision holistique, qui ont des valeurs très différentes, de santé, de la famille, de la spiritualité, d'intervention qui est plus communautaire que collective. Alors, moi, j'ai utilisé l'approche de conscientisation parce que c'est un moyen éducatif. Alors, je pense qu'aussi les universités ont l'opportunité de faire un changement avec les méthodes d'enseignement et les approches qui sont enseignées. Donc, on peut aller à la prochaine diapo. Il y a des pratiques de décolonisation qu'on met de plus en plus en œuvre. Et je pense qu'il faut décoloniser l'esprit. Et décoloniser l'esprit, ça passe par le colonialisme, comment il fonctionne, puis comment il peut survivre encore en 2020. Comment on peut déconstruire nos préjugés. J'ai une programmation dans ma tête qui est faite à partir de certaines choses que j'ai entendues, informations ou préjugés reçus dans mon enfance. Mais j'ai un pouvoir personnel là-dessus, de m'informer, de rencontrer pour changer ça. Je fais aussi au vocabulaire qu'on choisit. Est-ce que tous les mots qu'on utilise actuellement correspondent vraiment à une compréhension égalitaire de tout le monde? Est-ce que pour les Autochtones, autochtonisation, réconciliation, décolonisation, ça veut dire la même chose? Alors donc, pour conclure, on va aller à l'autre diapo. J'ai mis une brève bibliographie et je vous recommande beaucoup d'aller du côté de Choudhury et de Honnête pour comprendre comment on peut travailler à changer les choses. La dernière diapo. Parce qu'il reste qu'on a un pouvoir là-dessus. On a un pouvoir de changement. Puis le changement nous amène justement à travailler ensemble. Vous savez, les animaux, les oiseaux, quand ils volent dans le ciel, mais il y a de l'entente aussi. Alors, entre nous, je pense que le fossé, on est à une époque où on peut le combler parce qu'il y a des efforts, autant des universités, autant des cégeps, autant du public en général. Il y a certains médias aussi qui font la part des choses. Alors, moi, tout ce que je vous dis, c'est Chemish-Kemetan. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre, s'il vous plaît. Alors, merci. Merci beaucoup pour cette opportunité. Alors, pour commencer, oui.
Et Puama, c'est bonjour en guarani. Parce que moi, j'ai découvert, ça fait pas longtemps, ça fait seulement 3 années, que la moitié de mes racines se situe au Paraguay, où la population est vraiment métissée avec européenne et guarani. Et donc, j'ai des racines guarani. Moi, je me croyais très blanche et très catalan de la Catalogne, mais non, je suis très fière de mes racines guarani, donc Puama. Alors, avec nous, avec Denis et avec moi, un petit mot pour présenter Denis aussi. Mais Denis est aussi diplômé de l'Université du Québec à Outaouais. Donc, développement régional, tous les deux, on est des enfants de Luco. Alors, voilà. Et avec nous, vous allez faire un petit voyage en Équateur, là où j'ai fait mon terrain des études de doctorat. Et je suis encore, ça fait quelques années dans la production de ma thèse. Et on va parler des causes d'érosion dans la région de la Sierra. La Sierra, on appelle toute la région qui est traversée par la cordillera des Andes, de los Andes, cordillera des Andes. Et puis, comment se produit, quelles sont les causes de cette érosion et quel est l'impact tant sur la nature que sur l'être humain. Sur l'être humain, disons que cet impact, c'est vraiment terrible sur les populations autochtones parce que, évidemment, les créoles et les blancs métis, comme on les appelle là-bas, ils sont dans les meilleurs territoires et ils ne subissent pas cette érosion comme les populations autochtones. Alors, on va parler un peu de ça, on va parler de l'érosion et on va parler aussi des mobilisations qui ont amené à la récupération de l'épistémologie des Andes de Buen Vivir et à son enchâssement dans la constitution de l'Équateur. Alors voilà, pour la présentation, on peut passer des diapos, oui, et l'autre aussi. Et voilà. Alors l'Équateur, c'est un petit pays de l'Amérique du Sud. Disons que l'Uruguay est pas mal plus petit, mais c'est quand même petit. 270 kilomètres carrés. Et puis présente une mosaïque de paysages créés justement par la cordillère et aussi par le fait qu'on d'un côté la côte, au milieu la cordillère et de l'autre côté la zone amazonique. Alors c'est une grande richesse, ça devrait être une grande richesse environnementale, mais malheureusement il y a une grande érosion. Alors, avant la conquête, il y avait à peu près 200 000 habitants qui faisaient une agriculture équilibrée en terrasses multiples. Les terrasses, c'est comme des marches, des escaliers avec différentes cultures selon la terre. Et puis, il y avait aussi créé d'autres constructions, les talus, là, pour pouvoir profiter de la réalité géographique. Et alors, il tirait vraiment, il ne subissait pas la cordillère comme une catastrophe de la nature, mais plutôt, il tirait profit de cette zone difficile. L'irrigation était assurée par des canaux naturels. Alors, bon, mais tout ça a été vraiment rompu par la conquête, qui a introduit la vision de domination de la nature par l'être humain, et l'agriculture mercantile, et qui, ça, au niveau de l'environnement, évidemment, a été très nocif, mais au niveau de l'être humain, les peuples autochtones ont été relayés à des pires morceaux de terre. Au début, on était traités comme des esclaves dans le régime de l'encomienda avec les Espagnols. Après que les Espagnols sont partis, c'était les créoles qui les ont encore utilisés comme main-d'œuvre presque gratuite dans ce qui s'appelait les Huasipungo. Et puis finalement, il y a eu des réformes agraires sous la pression des peuples indigènes qui ont donné aux indigènes des petits morceaux de terrain, mais évidemment, ils sont dans les hauts de la montagne. Et à cette hauteur-là, la pression démographique est très importante. On parle parfois de 200 habitants par kilomètre carré. Alors, évidemment, dans ces conditions-là, la petite pastinarie, il n'a pas d'autre choix que de pratiquer une agriculture qui va aggraver l'érosion.
Dans ce contexte-là de grande érosion, apparaît la première constitution en 1998 qui reconnaît la pluriculturalité et en 2008, une autre constitution qui, elle va reconnaître la plurinationalité avec tout ce que ça comporte pour les droits des populations autochtones. Alors, sur ces parties-là d'introduction, je vais laisser la parole à Denis qui va parler plutôt de l'érosion et des conséquences des facteurs historiques. Merci, Ottilia. On peut passer à la diapositive suivante qui nous présente la localisation de l'équateur en Amérique du Sud. On voit donc l'équateur est à l'équateur, bien sûr, donc on voit tout de suite que c'est déjà des conditions climatiques qui pourront être sujettes à certains extrêmes, évidemment, qui sont amplifiés actuellement par les changements climatiques. À la diapositive suivante, on présente le milieu montagnard de la Sierra. En fait, merci à Ottilia déjà d'avoir campé un peu le contexte historique de notre présentation. Au niveau géographique, on va s'intéresser à la région qu'on appelle la Sierra, en fait, qui est les montagnes de la cordillère des Andes. On peut voir la localisation de la Sierra, la diapositive suivante. Ici, je vais quand même résumer amplement cette section-là de la présentation parce que ça campe un phénomène qui est quand même, je pense, assez répandu déjà avec les présentations qu'on vient d'avoir ce matin, celui du racisme environnemental. Merci à Emilia pour cette expression que nous venons d'apprendre aujourd'hui. Je crois que nous allons vous présenter un cas de plus de ce racisme qui s'est manifesté de façon particulièrement aiguë dans la région de la Sierra, qui est au centre du pays, comme on voit ici à cette diapositive, dans la région de la Cordillère des Andes. À la diapositive suivante, nous voyons ce territoire-là. Selon la topographie, en plus foncé, c'est les régions basses qui sont constituées de terres arides et qui, en fait, je vais donner un commentaire général sur, en fait, la région de la Sierra. En fait, le dossier des sols a été documenté par des chercheurs Denoni et autres, particulièrement, qui ont beaucoup étudié depuis les années 80, qui ont étudié la Sierra. En fait, cette Sierra est un peu le théâtre d'événements politiques et économiques qui se sont déroulés au cours de l'histoire, mais surtout le siège d'un rapport anthropologique différencié et conflictuel à l'espace géographique. En fait, on y voit la confrontation de la vision autochtone du territoire et celle des conquistadores qui sont arrivés avec une autre façon de concevoir le territoire et on en voit les impacts, les effets aujourd'hui, principalement au niveau de l'érosion. Alors, ce qu'on voit ici sur cette diapositive, c'est les niveaux de la Sierra, des terres basses en plus foncé, qui sont des terres arides, dans lesquelles se pratiquent différentes cultures irriguées. Quand on monte vers les terres d'altitude moyenne, si on veut, de 2400 à 3200 mètres, il y a des terres qui sont propices aux grands élevages, des terres plus planes, nécessairement dans lesquelles sont installées les haciendas. Tout à l'heure, Ottilia a parlé de l'Oisipongo ainsi que l'Encomienda. Ce sont les franges de ces terres-là dans lesquelles ont été repoussées les populations autochtones. Et le fait de concentrer ces populations-là sur des terres moins propices à l'agriculture, avec des conditions moins bonnes, ont fait en sorte que l'érosion qui était déjà en place dans l'hacienda est devenue un problème de plus en plus important. Et aujourd'hui, les changements climatiques ne font qu'amplifier la situation avec les périodes de sécheresse en milieu équatorial, on peut le comprendre très bien, et les pluies excessives qui amènent une érosion excessive des terres. Alors, il y a moyen de voir les détails de ces conditions d'exploitation des sols davantage dans le texte et les diapositives. On peut aller à la diapositive suivante où on voit maintenant davantage les pentes. On voit bien que quand on approche des parties les plus en hauteur, c'est là que sont les pentes les plus fortes et les problèmes d'érosion les plus criants qui sont vécus actuellement. À la diapositive suivante, nous voyons là où se
répartit principalement ce qu'on appelle le minifundio, c'est qu'il y a les haciendas des fermes de grande superficie, et le minifundio est constitué d'une multitude de petites exploitations de moins d'1 hectare souvent, qui permettent une agriculture vivrière plutôt qu'une agriculture de rente qu'on peut qualifier de mercantile, en fait, qui sert à faire entrer des devises parce que ça sert à l'exportation, mais le paysanat est repoussé dans les marges sur des terres de moindre aptitude et surtout avec les plus grands risques d'érosion. Denis Ottilia, il vous reste 5 minutes. Je vais laisser la parole à Ottilia maintenant pour parler du rapport anthropologique à l'espace parce qu'il faut changer un système comme celui-là. Il est apparu le buen vivir, un concept qui émane des traditions autochtones et qui amène un changement de rapport de vision à l'espace. Alors voilà, on disait qu'à l'époque précolombienne, il y avait les peuples autochtones, les peuples indigènes, parce que là, il faut dire qu'en Amérique du Sud, on parle des peuples indigènes, soi-même, on est des indigènes, et puis il n'y a pas de mépris dans ça, ça veut dire seulement celui qui était avant la conquête. Alors là, on parle des peuples indigènes, et eux, il y avait un équilibre, établi un équilibre avec la nature, et que cet équilibre, comme on a vu, a été rompu par la conquête d'abord, par les réformes agraires par après, par la conquête, il faut dire aussi par le fait que la population a été décimée avec les maladies qui sont rentrées, avec le régime d'abord d'encomienda de Huasipungo par après, que ça ne change pas grand-chose, c'est les autochtones rattachés au territoire, aux grandes extensions pour travailler pour les patrons, pour les conquérants d'abord et pour les créoles par après. Mais bon, là, comme tout malheur a un fin, les peuples indigènes se sont mobilisés et puis ils ont réussi à faire introduire dans la Constitution de 2008 la vision de la cosmologie des sangs du buen vivir. On peut faire avancer les diapositives, s'il vous plaît. Encore. Et encore. Alors, une chose importante, et puis je ne peux pas m'arrêter beaucoup à ça, mais de dire que les buen vivir puissent les concepts dans des cosmologies andines, mais les buen vivir lui-même, traduit comme Suma Kasai, n'existait pas avant l'année 2007, les années 2000, et c'est vraiment la CONAE, l'association, la Confédération des peuples autochtones, qui l'amène dans des débats en disant il faut revenir à notre cosmovision d'équilibre, il faut finir avec la domination de la Terre. Et donc, ils vont puiser, ils vont prendre des concepts anciens, mais les buen vivir comme tel, c'est nouveau. Alors, bon, ils l'ont introduit dans la Constitution. Et qu'est-ce que c'est la chose la plus importante? Bon, dès le préambule, là, ça dit, attendez un instant, s'il vous plaît. Dès le préambule, ça dit que cette Constitution, on veut dans cette Constitution marquer une nouvelle orientation du pays, une nouvelle forme de coexistence citoyenne dans la diversité, le respect de la diversité, le respect de la nature. Alors, ce qu'on appelle à ça, c'est le néoconstitutionnalisme équatorien qui introduit vraiment une rupture avec le néoconstitutionnalisme européen et sa façon rigide de voir les citoyens. Ça que un de nos collègues parlait aujourd'hui de la Constitution française. Alors, il y a plusieurs choses qui sont introduites dans cette Constitution, mais la plus importante, la Constitution se divise en 9 chapitres, 9 titres. C'est les titres 2 les plus importants, parce que les titres 2, c'est des droits, et c'est là qu'on donne des droits à la nature. Tu peux avancer la diapositive. Et alors, on dit que la nature est sujet des droits, indépendamment de l'être humain, qu'elle a besoin à ses cycles et à sa régénération et que l'État doit se porter un protecteur de cette réalité. Alors là, c'est nouveau dans le constitutionnalisme mondial. Il y a d'autres articles qui vont consacrer d'autres droits importants, par exemple le droit au fait que les enfants autochtones, indigènes, ils ont le droit d'étudier dans leur langue et dans leur culture, et ça c'est l'éducation. Ce n'est pas le droit de la mère terre, mais quand on sait que l'éducation pour les peuples autochtones commence avec les contacts de la nature, là, on peut
se rendre compte les changements de pensée importants qu'il va y avoir pour les générations qui suivent. Alors, il y a d'autres conclure maintenant. Oui, il y a d'autres choses importantes comme le fait que l'économie devienne économie sociale et solidaire. Mais là, on est toujours dans le terrain de l'écrit. C'est très important. C'est écrit, c'est dans la Constitution, mais ça reste encore un peu de théorie. Je vais laisser un dernier mot à Denis pour nous dire comment cette vision s'enchaîne avec la notion des biens communs de l'humanité. Peut-être qu'on peut avancer les diapositives encore, s'il vous plaît. Donc, les incidences. Il y a des articles de la Constitution qui garantissent les droits de cette nouvelle vision biocentrique plutôt qu'anthropocentrique de la nature, du rapport à la nature. Alors, voilà, on peut maintenant se demander, est-ce que le buen vivir ne pourrait pas un peu influencer la réflexion en vue de, attendez, j'ai la phrase ici, de la période de réclusion que nous vivons actuellement, dans laquelle nous nous posons beaucoup de questions sur le rapport de l'être humain à la nature. Et en particulier, bon, il y avait les questions d'air protégé qu'on a un peu à peine effleuré dans les diapositives, où ce qu'il peut y avoir conflit, mais aussi valorisation du rapport autochtone à l'espace géographique. On pourrait développer en masse là-dessus. Alors, est-ce que ce temps de réclusion ne pourrait pas nous inspirer un mode de vie plus bénéfique à l'humain et à la nature à travers, par exemple, l'application d'une nouvelle épistémologie comme celle du buen vivir? Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous passer la parole. Mon collègue Dieudonné Toukéa et moi, nous voulons commencer par remercier l'UCO et le Sierra pour l'invitation. Nous voulons aussi remercier les collègues qui ont commencé à présenter depuis ce matin autour de ce thème dont l'intérêt n'est plus à démontrer par rapport à la prise en considération des savoirs climatiques autochtones dans la lutte contre la crise climatique actuelle. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante? Alors, dans cette communication, nous partons du principe que la lutte contre la crise climatique actuelle n'est plus envisageable sans la mobilisation, la reconnaissance adéquate, nous insistons sur ce concept de reconnaissance adéquate, et la valorisation des savoirs climatiques autochtones dans la mesure où ces savoirs climatiques autochtones peuvent constituer une ressource majeure et un levier efficace de l'action publique climatique internationale, régionale et nationale. Et la question est vraiment celle de savoir comment peut-on y arriver. Diapo suivante. Alors, le plan de notre exposé, on va rapidement parler des peuples autochtones d'Afrique centrale. Ensuite, on va parler des catégories de savoir climatique de ces peuples autochtones qu'il faudrait aujourd'hui reconnaître et valoriser. Et on va, en troisième et dernière partie, aborder rapidement quelques approches d'intégration de ces savoirs dans les politiques climatiques. Diapo suivante. Alors, l'Afrique centrale dont nous parlons, c'est l'Afrique centrale entendue telle que l'a définie la Commission des forêts d'Afrique centrale, la COMIFAC. C'est globalement 10 États dont fait partie donc le bassin du Congo, c'est le Cameroun, le Gabon, la République centrafricaine, le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Burundi, le Tchad, la Guinée équatoriale. Diapo suivant. Bon, s'agissant des peuples autochtones ici, les peuples autochtones qui sont considérés, c'est essentiellement deux grands groupes. Les peuples autochtones des forêts, encore appelés les chasseurs-cueilleurs pygmées, et les pasteurs nomades, encore appelés les Bororo. Diapo suivante. S'agissant des chasseurs-cueilleurs pygmées, on ne va pas présenter toute la diapo, mais on sait que globalement aujourd'hui, il s'agit environ de 300 000 personnes
qui sont des chasseurs-cueilleurs mobiles, mais qui se sédentarisent progressivement, soit à l'intérieur de la forêt, soit en bordure des pistes administratives. Il va s'agir, par exemple, des Mbuti du Congo, des Twa du Congo également, du Burundi, du Rwanda, des Baka et des Bakola Bagili du Cameroun, les Aka et les Mbenzele du Congo-Brazzaville. Donc, un ensemble de populations qui sont reconnues aujourd'hui par les Nations Unies comme étant des chasseurs-cueilleurs pygmées et qui relèvent de la catégorie de peuples autochtones. Deuxième grand groupe, prochaine diapositive, c'est les pasteurs nomades Bororo qui sont répartis en 3 grands groupes, à savoir les Wodabé, les Djafoun et les Zakou, qui vivent au Cameroun, notamment dans les régions de l'Adamawa, de l'ouest, du nord-ouest, du nord, de l'extrême nord, mais qui sont aussi au Nigeria, au Tchad et en République centrafricaine. Et des études récentes d'ailleurs parlent de la présence d'un Bororo également en République démocratique du Congo. Prochaine diapositive. C'est quelques images de ces peuples-là. On a à notre gauche ici les chasseurs-cueilleurs pygmées et un peu plus en bas, on a les pasteurs Bororo nomades avec leur troupeau. Diapositive suivante. Alors, l'une des grandes questions aujourd'hui, c'est la définition de la... parce qu'avant, pour pouvoir bien catégoriser les savoirs climatiques autochtones, il faut déjà définir les savoirs autochtones. Bon, il y a cette définition que nous avons reprise des travaux de Marie Rouet, qui est une anthropologue française bien connue qui travaille aussi sur les peuples autochtones au Canada, qui définit les savoirs autochtones comme étant l'ensemble des connaissances et de savoirs pratiques construits et développés dans l'espace et dans le temps et inhérents aux interactions dynamiques entre les hommes et les forêts et qui servent au quotidien pour l'utilisation durable et bénéfique des forêts et de la biodiversité, notamment les essences forestières, leurs utilisations, les usages, les rythmes, mais aussi surtout le cycle des saisons. Nous allons y revenir tout à l'heure. Prochaine diapositive. Bon, il y a aussi la définition de l'UNESCO qui a été reprise par un intervenant dans le panel 1. Mais il y a surtout la définition que nous avons reprise du GIEC. Diapositive suivante. Le GIEC, c'est donc par rapport au rapport entre les savoirs autochtones et la question du climat. Le GIEC définit les savoirs autochtones comme les ensembles dynamiques de savoirs, pratiques et croyances intégrées, holistiques. La dimension holistique est très importante, socio et écologique, relatifs aux relations des êtres humains, y compris des humains les uns avec les autres et avec l'environnement. Partant de cette conceptualisation de la notion de savoir autochtone, on peut regrouper les savoirs climatiques autochtones en Afrique centrale en 3 grands groupes. Diapositive suivante. Le premier groupe, c'est les connaissances et les savoirs sur la nature et les pratiques écologiques et agricoles. C'est donc l'ensemble de connaissances et savoirs dérivés des liens et des interactions que les peuples autochtones ont avec la nature, des savoirs, des savoir-faire, des pratiques, des croyances compatibles avec les exigences du développement durable. On va voir ici qu'en ce qui concerne, par exemple, les chasseurs-cueilleurs pygmées du bassin du Congo, il y a un ensemble de pratiques écologiques qui relèvent de la gestion durable des écosystèmes forestiers. On a même aujourd'hui, en ce qui concerne les pratiques agricoles, des pratiques de peuples autochtones qui participent davantage de l'agriculture durable telle qu'elle est envisagée aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Il y a ensuite les systèmes autochtones de gestion des écosystèmes et de la biodiversité. Nous avons, dans le cadre d'un travail que nous avons fait pour l'UNESCO, commencé à documenter un peu ces systèmes-là, qui sont globalement ici des techniques et de règles de prélèvement des ressources, qu'il s'agisse de la chasse, de la cueillette et de la pêche,
on a des systèmes de prélèvement de ressources qui sont durables. Et d'autres anthropologues ont d'ailleurs insisté sur le fait qu'il existe aujourd'hui un certain nombre de ressources de la biodiversité dans les forêts du bassin du Congo prouve la durabilité des pratiques de prélèvement qui ont souvent été utilisées par les peuples autochtones depuis des millénaires. On a également la protection culturelle des espèces, les pratiques durables d'aménagement du territoire et également de conservation de la biodiversité avec les approches telles que l'approche communautaire de conservation de la biodiversité et également la gestion durable des écosystèmes utiles à la lutte contre les changements climatiques tels que les tourbières. Les tourbières qui ont été découvertes comme des écosystèmes qui vont être très utiles dans les années qui viennent au Congo-Brazzaville et à la République démocratique du Congo dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Et on voit bien que l'existence aujourd'hui de ces écosystèmes prouve la durabilité des pratiques et des savoirs, des connaissances utilisées par les chasseurs-cueilleurs pygmées. Et enfin, la troisième catégorie de savoirs climatiques autochtones, très importante qu'il s'agisse des chasseurs-cueilleurs ou des pasteurs nomades bororo, c'est les savoirs météorologiques. Il y a un certain nombre de travaux qui ont commencé à être réalisés dans ce sens par l'UNESCO, mais je pense qu'il faut poursuivre ce travail en termes de documentation des savoirs météorologiques autochtones, en termes d'observation, de prédiction des variations de saison, des variations de la météo, avec des indicateurs atmosphériques et biologiques. On sait par exemple aujourd'hui que les pasteurs bororo du Tchad ont commencé à travailler avec les météorologues tchadiens pour savoir quand est-ce qu'il va faire plus chaud, quand est-ce qu'il va pleuvoir, comment est-ce qu'on peut anticiper sur le type de climat qu'on va avoir cette année, l'année prochaine, et qui peuvent permettre véritablement de travailler sur la régulation et la gestion des changements climatiques. Maintenant, la question est de savoir, lorsqu'on a maintenant toutes ces connaissances, tous ces savoirs, toutes ces pratiques climatiques des peuples autochtones, comment faire pour les intégrer dans les politiques climatiques actuelles? C'est l'objet de la prochaine partie de notre intervention. Il vous reste 5 minutes, Patrice. Patrice, il vous reste 5 minutes. Voilà. Alors, donc, les approches d'intégration, nous avons identifié globalement ici 5 approches d'intégration des savoirs climatiques autochtones dans les politiques climatiques. D'abord, il faut identifier et faire un inventaire de ces savoirs, régler la question de la reconnaissance des peuples autochtones comme détenteurs de ces savoirs. C'est très important, ça a été un des débats qui a été lancé ce matin. Il n'est pas possible qu'on reconnaisse les savoirs autochtones, les savoirs autochtones climatiques, si on ne résout pas déjà la question de la reconnaissance statutaire et identitaire des peuples autochtones. Donc, il y a un gros travail à faire. Deuxièmement, il faut documenter ces savoirs-là, établir des répertoires, des catalogues. Ça peut être sous la forme de documents, sous la forme des vidéos, parce que pour l'instant, une chose est de dire qu'il y a des savoirs, mais il faut qu'on puisse les documenter. Il faut par la suite établir donc un dialogue entre les autochtones détenteurs de ces savoirs, qu'il s'agisse des individus et des communautés dans leur ensemble, avec les scientifiques et les experts qui travaillent sur les questions climatiques de manière à systématiser et formaliser ces savoirs climatiques autochtones. Prochaine diapositive. Et lorsqu'on aura donc systématisé ces savoirs dans le cadre d'un dialogue entre les autochtones détenteurs des savoirs et les scientifiques et les experts du climat, on va donc travailler à réviser les politiques climatiques qui ont déjà été élaborées. Certaines ont connu la consultation et la participation des peuples autochtones, mais on a bien vu que lorsque ces politiques climatiques ont été publiées, qu'il s'agit des plans nationaux de lutte contre les changements climatiques ou des stratégies nationales RED+, dans les pays du bassin du Congo, ces politiques publiques-là n'ont pas véritablement intégré les connaissances autochtones en tant qu'instruments pouvant nous aider à lutter efficacement contre les changements climatiques. Il y a également l'approche de l'établissement des protocoles
bioculturelle communautaire, la question de la brevetisation des savoirs climatiques autochtones dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur la biodiversité, le protocole de Nagoya, mais aussi l'accord de Paris et la décision 135 qui ont proposé qu'on puisse véritablement accorder une place essentielle dans les politiques climatiques internationales. Mais on devra évoluer aussi vers le transfert de ces politiques climatiques internationales vers les politiques climatiques nationales. Et enfin, il faudra résoudre le problème de la transmission des savoirs climatiques autochtones des générations actuelles en direction des générations futures à travers des outils tels que l'éducation et les instruments médiatiques et autres. Donc voilà globalement les réflexions que nous avons eues dans le cadre de ce travail, qui tient compte également des recherches que nous menons depuis 2 ou 3 ans maintenant, ou depuis 20-30 ans, sur la question des peuples autochtones en Afrique centrale, sur l'indispensable intégration des savoirs climatiques autochtones dans les politiques publiques internationales, les politiques régionales et les politiques nationales de lutte contre les changements climatiques. Merci pour le temps qui nous a été accordé.